Bonjour. Hello. We are here in Fontainebleau. We were opening the third day of the Festival d'Histoire de l'Art, and we have our delegation in Japan. The first person to speak will be the president of our festival, Laurence Bertrand d'Orléac, who joined us a few months ago. She is also president of the institution Sciences Po, an art historian and historian. The second person to talk will be Éric de Chassey, General Director of the Institut National d'Histoire de l'Art. Merci. C'est une chance pour nous d'avoir comme... Pardon ? C'est une chance pour nous d'avoir comme mécènes de grands amateurs d'art. Je n'ai aucun lien historique avec votre pays et pourtant je le fréquente au quotidien presque depuis toujours par le thé vert, même s'il est infusé et qu'il n'y a pas de cérémonie, par la gastronomie, par le vêtement. Je porte aujourd'hui une robe dessinée par Kenzo, par les cahiers, par la porcelaine, par les plantes, mais aussi et surtout peut-être par la littérature, par l'art et par l'architecture. Comme beaucoup, je viens récemment d'admirer l'œuvre de Tadao Ando à la Bourse du Commerce, ouverte par François Pinault. Et Ando incarne, je crois, ce que j'admire le plus au monde, c'est-à-dire la profondeur légère. Il n'a pas fait que revisiter le bâtiment très ancien, il en a révélé toutes les qualités sans peser lourdement. En matière d'architecture aussi, je vivrai à partir de l'automne dans le périmètre parisien du 1 Saint-Thomas d'Aquin, où va s'installer Sciences Po, dont je préside désormais la fondation. Pour renouveler les bâtiments qui datent du XVIIe siècle, ce sont les équipes de Moro Kusanagi et Sasaki qui ont été choisies. Je vis à la maison et au bureau avec 2 diapasons, mes diapasons qui étaient déjà ceux de mon très cher Claude Monet. Rien ne vaut la présence d'un mont Fuji de Hiroshige et un autre d'Okuzai pour donner la mesure du temps qui passe, mais aussi de la fragilité humaine dans le paysage provisoire que nous habitons. Monet est un bel exemple d'imprégnation japonaise sans avoir jamais voyagé au Japon. Il a rêvé ce pays depuis Giverny et ses peintures de nymphéas sont habitées par le monde flottant. Il a fantasmé à partir de 200 estampes qu'il a collectionnées et installées un peu partout dans son intérieur de Giverny. Il a rêvé aussi à partir de la merveilleuse revue Le Japon artistique et à travers la présence d'un ambassadeur très efficace en France, le marchand Hayashi, venu à Paris à l'occasion de l'exposition universelle de 1878. Hayashi a incontestablement fait connaître la culture japonaise aux Français, mais en retour, il a aussi fait aimer la culture française d'avant-garde aux Japonais. Notre festival s'inscrit dans cette relation réciproque et généreuse. Vous êtes chez vous et à l'honneur au château de Fontainebleau où vous accueille généreusement Marie-Christine Labourdette et ses équipes. Je laisserai le dernier mot à Sei Shonagan, la merveilleuse poétesse du Xe siècle que je fréquente depuis toujours pour ses courts poèmes à nul autre pareil. Dans son langage, je me plais à penser qu'elle aurait peut-être écrit de notre fête de l'esprit que ce sont des choses qui font battre le cœur. Notre cœur bat au rythme de la beauté du monde, à laquelle vous donnez régulièrement des formes mystérieuses et envoûtantes. La Fondation Ishibashi s'inscrit dans mon esprit dans la tradition d'amitié culturelle entre le Japon et la France. Je vous remercie infiniment de votre présence à nos côtés. Il y a, je crois, 4 ans, lors d'un comité scientifique du Festival de l'Histoire de l'Art, que ne présidait pas encore Laurence Bertrand d'Orléac, notre amie, la professeure Ségolène Lemaine, avait proposé que le Japon soit le pays invité
pour le 10e anniversaire du Festival de l'Histoire de l'Art. Cette proposition a recueilli immédiatement une adhésion générale et depuis, nous réfléchissons et nous travaillons à la façon dont cette proposition va pouvoir se concrétiser. Cela est passé par une relation étroite, en particulier avec le professeur Miura Atsushi, qui à chaque instant a été notre porte-parole, notre grand conseiller, notre collègue et ami, et que je veux remercier ici de façon particulièrement chaleureuse, au nom de l'Institut national d'histoire de l'art et au nom de l'établissement public du château de Fontainebleau et de sa présidente, Marie-Christine Labourdette. C'est au château de Fontainebleau qu'est venu en visite, il y a 2 ans, l'administrateur de la fondation Ishibashi, M. Nishijima, visiter le château et sa collection d'œuvres japonaises qui venaient d'être révélées, en partie, par des recherches récentes menées par des historiens de l'art japonais et français. Les discussions se sont poursuivies tout au long du parcours de la préparation du festival, et notamment, et je veux là encore l'en remercier, et remercier aussi toutes les équipes qui y ont travaillé, au moment où le maintien du festival était incertain, dans cette année 2020 particulièrement difficile où nous avons dû reporter le festival, car nous ne voulions surtout pas l'annuler, et pendant toute l'année de préparation qui a abouti à ce mois de juin. Le partenariat avec un des acteurs culturels les plus importants du Japon et international, grâce à sa collection, son musée, ses actions philanthropiques en soutien de la culture japonaise à travers le monde, est pour nous une chance très particulière. La Fondation Ishibashi attribue des bourses à des étudiants, des chercheurs ou des conservateurs et soutient dans le monde entier des expositions ou des manifestations scientifiques qui développent la connaissance de la culture et de l'art japonais. Sans ce soutien, la programmation du festival n'aurait pas pu avoir l'ambition qui la caractérise. Elle n'aurait pas pu bénéficier du dialogue interculturel dont l'histoire de l'art et ce festival a besoin, aussi bien pour les spécialistes que pour le grand public. Le partenariat avec la Fondation Ishibashi est un partenariat essentiel pour le Festival d'Histoire de l'Art, pour l'INHA et pour le Château de Fontainebleau. C'est lui qui a rendu possible la participation de nos collègues japonais, même si ceux-ci n'ont pas pu faire le voyage à Fontainebleau. Ils sont 40 au total à intervenir dans des conférences et malgré l'annulation des voyages, la Fondation a généreusement accepté de maintenir son engagement et de soutenir les vidéoconférences qui ont lieu simultanément à Tokyo, à Kyoto et à Fontainebleau pendant ces 3 jours. Cela nous conduit à penser que si Fontainebleau est devenu pour quelques jours un pays japonais, Tokyo et Kyoto sont devenus aussi pour quelques jours un pays français. C'est aussi la Fondation Ishibashi qui a assuré la traduction simultanée des conférences japonais-français. C'était un aspect particulièrement difficile à mettre en place, mais essentiel. Nous n'y avons pas toujours réussi, veuillez nous en excuser, mais nous faisons en sorte que cela puisse être rattrapé. Pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle, entendre le japonais, entendre des discours, des poèmes, des interprétations en japonais, nous a semblé extrêmement important et je me réjouis que cette conférence de ce matin soit l'occasion d'une véritable relation franco-japonaise menée par ces pionniers. Merci beaucoup pour ces discours. Et nous allons maintenant passer au discours en japonais. Tout d'abord, je vais donner la parole à Shuji Takashina, professeur honoraire de l'Université de Tokyo et directeur du musée Ohara. Nul besoin de présenter M. Takashina, qui est une figure incontournable de la recherche en histoire de l'art au Japon, versée aussi bien dans les arts japonais que français. M. Takashina, la parole est à vous.
Je suis, en ce qui concerne ce festival, j'ai pas entendu parler de ce festival de la part de Monsieur Lausanne-Bert, du musée de Louvre, et je suis vraiment honoré de pouvoir être associé à ce festival aujourd'hui. Et je suis vraiment heureux de voir que ce festival se tient malgré les difficultés. Et le thème central est aujourd'hui les arts japonais, mais pas seulement les arts. Il y a également ce concept de plaisir. Et je suis vraiment ravi de ce choix. Les Japonais sont un engouement pour la France et ceci depuis longtemps, que ce soit sur le plan artistique ou dans d'autres domaines. Mais on peut également penser à la chanson, au cinéma, ou encore à la cuisine française. Il y a vraiment un véritable engouement pour ceci au Japon. Et ce plaisir qui existe dans la culture japonaise comme française, et que ce thème soit le thème central de ce festival, je pense que cela est vraiment quelque chose de remarquable. Les Japonais, depuis longtemps, que ce soit dans les arts, dans la littérature, eh bien, il y a cette tradition du plaisir également qui a été transmise. Et il y a maintenant environ 1000 ans, au début du Xe siècle, a été compilée la première collection officielle sur ordre de l'empereur. Il s'agit d'une anthologie de poèmes japonais, le Kokin Wakashu. Il s'agissait d'une compilation de poèmes anciens et contemporains à l'époque. Et il avait la particularité de ne pas être répertorié selon le nom de leur auteur, comme c'est l'usage en Occident, mais plutôt en fonction de leur thème. Et il y a vraiment deux grands thèmes qui étaient mis en avant dans cette compilation. D'abord, le caractère changeant de la nature. Donc il y avait beaucoup de poèmes qui mettaient en avant la nature, le passage des saisons. Cela a commencé du Nouvel An et on passait à travers les 4 saisons. L'autre aspect, l'autre thème était le thème de l'amour. Il y avait beaucoup de poèmes qui étaient en rapport avec l'amour. Ça avait une place centrale dans cette anthologie. Donc cela décrivait le sentiment amoureux, la naissance de la passion et comment ça se développait pour aboutir, ou bien au contraire, comment il pouvait se finir par un échec amoureux. C'était donc une collection qui était répertoriée selon leur thématique. En somme, cette collection témoigne du caractère changeant de la nature et des sentiments. C'est ce qui caractérise véritablement cette anthologie qu'est le Kokin Wakashu. Dans la culture japonaise, il y avait cette notion d'avoir du plaisir, d'apprécier la nature, mais également le changement, l'évolution des sentiments et le changement de la nature. Décrire des sentiments comme l'admiration, la tristesse. Donc c'est une anthologie qui est véritablement ancrée dans les sentiments humains. Ces poèmes anciens, les waka,
était lu principalement lors de festivités, comme les concours de poésie qui étaient organisés à l'époque, ou encore lors de célébrations de la longévité, ces célébrations qui étaient organisées pour célébrer la longévité d'un personnage important. Ces poèmes waka étaient donc lus principalement lors de ce genre d'événements. Alors il y a beaucoup de sources qui décrivent ces rassemblements, mais il y a également beaucoup d'œuvres qui témoignent de cette approche. Et on pouvait dépeindre, lorsqu'il s'agit de nature, par exemple, les paysages du printemps, les paysages d'automne, le bourgeonnement des fleurs au printemps. Et je pense par exemple à des œuvres d'art comme le Shiki Kachozu, par exemple, qui est emblématique de cette description du passage délicat des saisons. Je pense notamment au emaki, c'est-à-dire à ces rouleaux, le rouleau du Issei Monogatari, ou bien le emaki du Genji Monogatari, qui décrit une histoire, le rouleau qui décrit le temps qui s'écoule, et puis une histoire qui évolue. Le emaki vraiment a cette particularité de exprimer le temps qui s'écoule, et c'est une caractéristique de la peinture japonaise, de relater ce passage du temps, d'avoir cet aspect du temps qui s'écoule. En France, qu'il s'agisse de peinture historique ou de peinture de paysage, on essaye de vraiment figer le temps. On essaye de figer le temps autant suspend ton vol, pour emprunter les mots du poète. L'idée est de fixer l'image dans un cadre, enfin de créer un microcosme. Tandis qu'au Japon, il n'y a pas vraiment de représentation figée du temps. C'est toujours le passage du temps qui est mis en avant. Il n'y a pas de cadre qui délimite une œuvre. Et j'en veux pour exemple les emaki, ces rouleaux, ou bien les byobu, c'est-à-dire les paravents. Par exemple, les byobu, une fois dépliés, révèlent sur une seule et même surface le passage des saisons. Il y a une saison qui est décrite sur chaque pan, et lorsqu'il est déplié, on voit le passage de l'été à l'automne, et ainsi de suite. Donc oui, cela restitue vraiment, encore une fois, le passage du temps. En ce qui concerne les emaki, les rouleaux, le spectateur déroule le emaki et se laisse porter par l'histoire et le temps qui s'écoule. Donc il s'agit de formes d'expression qui relatent, encore une fois, le passage du temps, et le spectateur se laisse porter donc par le passage des saisons, par l'évolution des sentiments. C'est là véritablement une caractéristique des œuvres artistiques japonaises. Et pour cela, que l'on dit souvent de ces emaki, de ces byobu, qu'ils relatent le passage
du temps. Et ce sont des techniques, une tradition picturale qui a permis la création de chefs-d'œuvre de l'ukiyo-e. Je pense par exemple aux 36 vues du mont Fuji de Hokusai, ou encore aux 53 étapes du Tokaido de Hiroshige. Et cela a influencé jusqu'à aux artistes contemporains. Et j'espère que cela sera mis en avant lors de ce présent festival. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Takashima, pour votre discours. Nous allons ensuite écouter M. Hiroshi Ishibashi, président de la Fondation Ishibashi et directeur du musée Artisan. La Fondation Ishibashi prête son concours au Festival de l'Histoire de l'Art et nous a mis à notre disposition également la salle de conférence du musée Artisan où nous sommes réunis aujourd'hui. Monsieur Ishibashi, la parole est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Hiroshi Ishibashi, président de la Fondation Ishibashi. Madame Bertrand d'Orléac, Monsieur de Chasset, merci pour vos discours. Monsieur Takashima, merci beaucoup pour votre discours également. Pour commencer, je me félicite de la tenue du Festival de l'Histoire de l'Art à Fontainebleau. Cet événement d'envergure exceptionnelle, organisé par le ministère de la Culture, en collaboration avec l'Institut national de l'Histoire de l'Art et le château de Fontainebleau, est ouvert non seulement aux chercheurs et autres spécialistes, mais également aux artistes et au grand public. Et je me réjouis du choix du Japon comme pays invité de cette 10e édition. C'est un choix qui s'inscrit pleinement dans la tendance de mondialisation actuelle. Cette 10e édition du Festival de l'Histoire de l'Art devait initialement avoir lieu en juin 2020, mais a dû être reportée du fait de la situation sanitaire. Et elle se tient finalement cette année dans un format qui combine accueil du public et diffusion en ligne. S'il est dommage que le public du Japon ne puisse pas venir participer directement à l'événement, je me réjouis de la vitrine offerte à la culture et aux arts du Japon à travers le programme exceptionnel de cette édition. Et c'est pour la Fondation Ishibashi un grand honneur que d'y être associé. La Fondation Ishibashi a été créée en 1956 par mon grand-père, Shojiro Ishibashi, fondateur du fabricant de pneus Bridgestone, avec comme mission d'œuvrer pour la culture et tout particulièrement pour les arts. Aujourd'hui reconnue d'intérêt public, la Fondation Ishibashi se concentre sur deux axes d'action. D'une part, la diffusion artistique avec le musée Artisan de Tokyo, et d'autre part, le soutien financier d'initiatives dans les domaines des arts, de la culture et de l'éducation. La Fondation Ishibashi est également activement engagée dans le dialogue culturel et artistique entre la France et le Japon, notamment en apportant son soutien aux activités de la maison franco-japonaise de Tokyo. Ainsi, je me réjouis particulièrement de voir la Fondation Ishibashi associée au Festival de l'Histoire de l'Art, un événement qui incarne véritablement l'échange artistique entre la France et le Japon. À l'occasion de cette édition sera présentée la collection d'art japonais conservée au château de Fontainebleau depuis la moitié du XIXe siècle. Il s'agit d'objets d'art offerts à Napoléon III par le shogunat Tokugawa, par le biais notamment de missions diplomatiques envoyées en France. Il s'agit en tant que japonais, je me réjouis de voir ces paravents, ces kakejiku, ces lacs, entre autres objets d'art, dévoilés pour la première fois au public. Au sein du musée Artisan, est conservée depuis de longues années, depuis l'époque où le musée s'appelait encore musée Bridgestone, une collection de peintures françaises modernes. Et en 2017, s'est tenue l'exposition de la collection Ishibashi au musée de l'Orangerie, ce qui a constitué un fait majeur de l'histoire de notre fondation.
Il s'agit là de quelques exemples de l'engagement de la Fondation pour le dialogue artistique franco-japonais. Pour finir, j'aimerais saluer les efforts de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible l'organisation du Festival de l'Histoire de l'Art en cette période difficile. J'adresse mes vœux de succès pour cet événement qui témoigne véritablement de l'amitié franco-japonaise, en espérant que les échanges culturels et artistiques entre nos deux pays continuent de s'épanouir à l'avenir. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Ishibashi. Nous allons maintenant clore la cérémonie et j'espère que... Enfin, nous allons maintenant passer à un dialogue. Je vous remercie. Comment? Je vais vous laisser la parole. Oui, d'accord. Voilà. Lorsque, en 1964, j'ai soutenu ma thèse de l'École du Louvre sur l'influence du Japon sur l'art décoratif du XIXe siècle, évidemment, je ne savais pas tout. Mais j'avais été surprise de ne pas trouver le japonisme évoqué dans l'exposition parisienne « Les sources du XXe siècle » au Musée d'Art moderne en 1961. Depuis, études et expositions, comme vous le savez, se sont multipliées tant en France, en Europe qu'au Japon. Avant le traité franco-japonais de 1858, l'art du Japon est surtout connu en France par des porcelaines bleues et blancs ou à décor polychrome et par des objets en lac. Et c'est de ces objets en lac que je vais plutôt vous parler. La collection de la reine Marie-Antoinette, je voudrais faire partir la première diapositive, mais ça ne marche pas. Donc la collection de la reine Marie-Antoinette, inscrite sur l'inventaire de la marine, qui était à l'époque au Louvre, est exposée au musée des souverains sous le Second Empire, au premier étage de la colonnade du Louvre, puis transférée dans la galerie d'Apollon, ce qui est glorieux, après 1871, gardée en 1793 par l'administration révolutionnaire pour les musées. Elle vient presque entièrement d'Autriche, sans doute par la voie d'Ostende, où l'Autriche avait un comptoir avec la Chine jusque vers 1730. Elle présente ainsi bien des analogies avec les objets qui appartenaient, avec les lacs qui appartenaient à l'empereur de Chine. Et leur usage d'origine est souvent plus chinois que japonais. Je vous montre là quelques-uns de ces objets qui ont fait l'objet d'une exposition à Versailles il y a une vingtaine d'années et qui sont conservés entre Versailles, le Louvre et le musée Guimet maintenant. Quelques pièces sont d'autres origines. Je suis vraiment nulle avec les machines. Hein. Je voudrais vous passer des aiguières, ça ne marche pas, qui... Comment on fait marcher ça? Je vais être à côté de vous. C'est celle-là que je voudrais. Celle-là, on l'a vue, c'est la collection de Marie-Antoinette. Et voici deux aiguières qui, en fait, ne viennent pas d'Autriche, mais de la collection de Madame de Pompadour. Et donc, ces aiguières, comme vous voyez, ont subi une transformation en Europe et ont fait l'objet de nombreux montages. Au XVIIIe siècle, d'ailleurs, on a beaucoup découpé d'anciens lacs du Japon pour décorer des meubles modernes. Et cet objet a été acheté à la vente Rendant de Boisset en 1777. Les collections de la marine possédaient aussi
un énorme baquet. Vous avez ici une vue d'en haut, un décor de vagues et de feuilles, qui, lui, avait été pris lors d'une saisie en Allemagne de l'armée napoléonienne en 1807, et il est maintenant au musée du quai Branly. En voici le côté. Il mesure 50 cm, un peu plus de 50 cm de diamètre. Quant aux coffres et cabinets en laque de style Namban, de la fin du XVIe ou du XVIIe siècle, ils n'avaient guère de raison d'arriver en Occident, et ils sont souvent arrivés dans les bagages des militaires des armées napoléoniennes se rendant dans la péninsule ibérique, comme le coffre de Bourg-en-Bresse. Je suis vraiment nulle. Ça marche pas. Comme le coffre de Bourg-en-Bresse, qui a été à l'origine de mes propres recherches sur l'art du lac japonais. Citons encore un certain Delprat, pas bon, qui, lui, a travaillé pour les Hollandais, qui, après la suppression de la compagnie hollandaise pendant la Révolution française, avait repris le commerce avec le Japon, et il s'était installé dans un îlot que vous voyez ici, un îlot au large de Nagasaki, au sud du Japon, et cet objet en lac date de la fin du XVIIIe siècle et est entré en 1856 au musée de la Marine à Paris, lequel musée de la Marine possédait également des vues de la baie de Nagasaki, donc ce point d'ancrage des Hollandais au Japon, et une vue de Deshima acquise en 1830 après l'exposition d'une collection faite en Extrême-Orient par un certain Marseillais qui s'appelait Paul Ginier. Ce Marseillais a vendu une énorme collection contenant des objets de tout le sud-est asiatique, de la Chine et du Japon, en 1840 au Bazar Bonne Nouvelle à Paris. Et le musée de la Marine y a acquis deux vues de la baie de Nagasaki et cette vue de Deshima, donc le point d'ancrage des Hollandais au Japon. Et donc, elle se trouve également dans les collections de la Marine. Mais en fait, avant la Révolution, ce sont les aristocrates, les plus riches, qui possèdent des objets en lac du Japon. Ainsi, le prince de Condé, dont la collection avait d'ailleurs été saisie par le gouvernement et qui a été uniquement partiellement rendue en 1816, et parmi les objets que l'on peut voir dans sa collection, dans la collection de Chantilly, il y a ce grand coffre. Et si vous allez à Chantilly, vous verrez deux petits cabinets possédant à l'intérieur des sortes de pagodes, comme on disait au XVIIIe siècle, qui avaient été volés et qui ont été récemment retrouvés par le musée de Chantilly. Et donc, je vous conseille, après Fontainebleau, d'aller à Chantilly. Vous verrez aussi des porcelaines d'Extrême-Orient. En effet, cette collection, cette collection du prince de Condé comportait également cette chaise percée, dite chaise d'affaires, en lac du Japon. Si vous l'ouvrez, elle est rouge à l'intérieur et possède un trou circulaire pour poser quelques pots de chambre. Objet qui, pris au prince de Condé, avait été placé au mobilier national en raison de son usage peu noble. Et cet objet du prince de Condé, on ne l'a pas retrouvé quand il a réclamé ses biens en 1816. Il est donc resté dans les collections des musées et se trouve maintenant, depuis le Second Empire, à Versailles. Et on avait pensé qu'il venait des collections royales, c'est pour ça qu'il est allé à Versailles. En fait, il y en avait un autre dans les collections royales, qui était venu, lui, de l'ambassade de Siam, auprès de Louis XIV en 1686. Mais les lacs
japonais de l'ambassade de Siam n'était pas vraiment à la mode au XVIIIe siècle, d'autant que les relations diplomatiques avec le Siam n'avaient pas abouti à l'installation d'un comptoir. Et ces objets furent dispersés ou découpés, et on a construit un cabinet décoré de panneaux de lac avec la chaise percée reçue par la grande dauphine en 1686. Et celle-ci est donc celle qui était chez le prince de Condé. Parmi les descendants de Mazarin, qui avaient une extraordinaire collection, dont l'inventaire a été publié il y a quelques années, parmi les descendants de Mazarin se trouvaient les ducs de Bouillon, qui ont gardé pendant toute la durée du XVIIIe siècle des meubles en laque provenant justement de cette illustre collection. Mais le dernier duc de Bouillon, mort en 1801, n'avait pas d'héritier et sa collection fut vendue en 1802. On y trouvait notamment deux cabinets qui viennent de Mazarin, et je vous montre là deux sortes de meubles qui s'ouvrent avec deux couvercles d'environ 40 cm de large, dont l'un est maintenant au musée du Petit Palais. L'autre, en 1802, a été acquis par William Beckford et se trouve en Angleterre, à Chillington Castle. Donc on connaissait ces objets en lac extrêmement luxueux qui appartenaient soit à Mazarin, soit aux bénéficiaires des cadeaux de l'ambassade de Siam de 1686. Et il y avait également un commerce avec la Hollande qui permettait d'avoir à Paris d'autres objets. Ainsi, le musée des Beaux-Arts de Dijon a hérité par un legs en 1936 d'un cabinet qui provient, lui, de l'ambassade de Siam, très grand, décoré de paysages en lac sur un fond rouge, ce qui est de bois rouge, ce qui est rarissime. La grande dauphine, avait reçu des cadeaux avec dominante rouge, une idée de la féminité sans doute, et ce meuble est... Je vous en montre le côté qui représente une nouvelle fois une vue de Deshima. Donc ce meuble avait été fait pour les Hollandais et le roi de Siam, au XVIIe siècle, faisait payer en nature les droits des Hollandais d'avoir un comptoir au Siam. Et les émissaires français qui organisèrent cette ambassade de Siam trouvèrent dans les réserves du roi de Siam cet objet, en quelque sorte pris comme paiement, et qui était à usage hollandais. Pardon. Je vous montre un détail de ce travail de lac extrêmement précis, et vous pouvez y voir des Hollandais, précisément, et des Japonais qui portent un coffre tout semblable à celui de Dijon que je viens de vous montrer. Évidemment, lorsque les Français partirent au Japon pour signer un traité en 1858, après les autres pays européens, les États-Unis qui avaient forcé les Japonais à s'ouvrir, et les Anglais et les Hollandais, les membres de l'ambassade furent tentés d'abord par le bazar de la petite ville où ils étaient installés, et avant d'être reçus par le shogun, ils ont attendu près d'un mois, et dans ce bazar, c'est sans doute là que le baron de Chassiron, un des membres de la mission du baron Gros, a acquis cet objet en lac décoré de nacre, qui est maintenant à La Rochelle, avec toute sa collection léguée en 1870. Mais il va ensuite à Edo, et à Edo, il achète des livres dans une librairie
malgré la surveillance de gardes qui le poursuivent à travers la ville. Et le musée de La Rochelle possède ainsi quelques livres qui, comme ici la manga de Kusai et La Grande Vague, ce genre de livres dont on trouvait bientôt de nombreux exemples à Paris et qui devaient inspirer, par exemple, les vagues de Courbet. Courbet, avant les impressionnistes, en même temps que les impressionnistes, c'est regarder ces livres qui apparaissent dans les boutiques d'art chinois de Paris qui se convertissent à l'art japonais. Une seule boutique n'était que japonaise, c'est la boutique de Monsieur et Madame de Zois, rue de Rivoli, qui ouvre en 1862. Et pour... pardon, je crois, quelle est la suivante ? Voilà une autre page d'un livre avec des figures en couleur, bien que ma photo ne les montre pas. Et cela a stupéfié les Occidentaux. Le baron de Chessiron, dans ses mémoires, raconte comment il a acheté ces livres. Et il faut penser qu'en France, les livres d'enfants à l'époque étaient encore illustrés en noir et blanc et que les procédés en couleur étaient extrêmement luxueux. Or, ces livres japonais étaient bon marché, faciles d'accès, et les Goncourt sont parmi les premiers qui en achetèrent dans les boutiques. Et je vais vous donner quelques citations des Goncourt à ce sujet. Le 23 juin 1861, donc juste après le retour de la mission française et le récit du baron de Chessiron ou celui du marquis de Moche sur leur expédition au Japon, donc les Goncourt vont faire une visite à la Porte Chinoise, 33 rue Vivienne, près du Palais Royal. C'est un marchand de thé fondé en 1826, mais qui vendait jusqu'alors du thé chinois. J'ai acheté l'autre jour à la Porte Chinoise des dessins japonais imprimés sur du papier qui ressemble à une étoffe, qui a le moelleux et l'élastique d'une laine. Je n'ai jamais rien vu de si prodigieux, de si fantaisiste, de si admirable et poétique comme art. Ce sont des tons fins comme des tons de plumage, éclatants comme des émaux, des poses, des toilettes, des visages, des femmes qui ont l'air de venir d'un rêve, des naïvetés d'école primitive, ravissantes et d'un caractère qui dépasse Albert Dürer. Tout de même, c'est pas mal, hein ? Une magie enivrant les yeux comme un parfum d'Orient. En octobre 1863, Jules de Goncourt rapporte qu'il peut même acquérir des estampes érotiques qu'il qualifie d'obscénité japonaise. Donc vous voyez, ça s'est fait très très vite. À la mort d'Edmond, elles se trouveront dans les estampes décrites comme à sujet libre. Et ce sont donc des estampes érotiques japonaises déjà présentes sur le marché parisien en 1863. Car le commerce s'est développé extrêmement rapidement et les livres de Kusai sont devenus monnaie courante dans les mains des amateurs d'art exotique. Les Japonais, qui se méfient des Occidentaux colonialistes en quelque sorte, envoient même des ambassades en Europe en 1862 et 1864. Et leurs membres ont été photographiés à Paris, non seulement par Nadar, mais aussi par le photographe du Muséum d'histoire naturelle, un certain Poteau, qui devait trouver là les sujets de nouveaux humains inconnus à répertorier pour le muséum. Et ces photos sont maintenant au musée du Quai Branly, car les points de vue ont changé. Vous avez ici un japonais, jeune interprète de l'exposition, de la mission de 1864, qui porte déjà un nœud papillon à la manière occidentale.
mais il est costumé à la manière japonaise. Et ces Japonais firent un véritable tour d'Europe et se firent connaître aussi à Londres, aux Pays-Bas, en Russie. Et donc, montrent leur présence en Occident, par leur présence en Occident, qu'ils ne vont pas se faire coloniser. La dernière, vraiment la machine et moi, la dernière image que je vais vous montrer, c'est une jeune japonaise et qui donne spectacle des scènes de la vie japonaise dans un pavillon japonais à l'exposition universelle de 1867. Mais normalement, mon ami Takashina du Japon va vous parler des expositions universelles. Merci. Merci beaucoup, Madame Lacambre. Donc, nous allons continuer ce dialogue entre Madame Lacambre et Monsieur Takashina. Alors, Madame Lacambre, on n'a pas besoin de la présenter, c'est une figure incontournable de l'histoire de l'art. Et elle nous a parlé vraiment des objets qui étaient présents en France avant 1858. Et je veux maintenant donner la parole à Monsieur Takashina qui va nous parler des envois japonais aux expositions universelles. Alors, je passe après Madame Lacambre et je vais vous parler des objets qui ont été présentés lors des expositions universelles entre 1867 et 1900. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont été présentées lors de ces expositions universelles. Je vais vous parler des objets japonais qui ont été présentés et de la réception qu'ils ont eue. Et lorsque l'on regarde l'évolution de la progression du japonisme en France, il y avait d'abord l'étape de la découverte par rapport à quelque chose de curieux. Ensuite, il y a eu cette étape de se demander si on ne pouvait pas adopter quelques éléments de cet art et de pouvoir l'assimiler à la culture locale. Et enfin vient l'étape finale, c'est-à-dire de créer quelque chose de propre à partir de cette inspiration. Donc on voit ces 4 étapes de l'assimilation de la culture et on peut apposer en fait les 4 éditions d'expositions universelles auxquelles ont participé le Japon. La première exposition universelle a été organisée à Londres en 1851, exposition à laquelle le Japon n'a pas participé. 4 ans plus tard, a été organisée à Paris en 1855 une deuxième édition. Et le Japon n'a pas participé officiellement. Cependant, lors de cette exposition, il y avait une section des beaux-arts qui n'était pas ce qu'il n'y avait pas à Londres auparavant. Et dans cette section, il y a eu quelques œuvres qui ont annoncé le japonisme. En 1862, à Londres a été organisée une exposition universelle à laquelle, pour la première fois, le Japon a participé. Beaucoup d'objets ont été présentés. Et une fois l'exposition terminée, ces objets ont été vendus. Et le marchand de l'art Liberty, qui est connu pour avoir diffusé l'art japonais à l'époque, et qui annonce, en fait, qui sera connu plus tard, le style qui érigera le style Liberty, qui sera
connu sous le style Liberty plus tard. Et c'est ainsi que le Japon a été mis en avant pour la première fois à Londres. Et c'est lors de cette édition que Judith Gauthier, la poète, enfin pardon, la fille du poète Théophile Gautier, elle s'est rendue à Londres pour l'exposition universelle et a découvert lors de la vente des laques japonaises ou d'autres objets artisanaux et a été frappée par ces objets. Et c'est elle qui a publié un ouvrage qui présente les objets japonais en France. En 1867, c'est une étape importante. Le Japon, mais non seulement le Japon, plusieurs autres pays asiatiques participent à cette édition de l'exposition universelle. Et beaucoup d'objets artisanaux comme la laque ont été présentés, des objets de décoration ici également, mais on a également présenté l'architecture de ces pays, des pavillons qui ont été bâtis. Et le public français a pu voir la manière de vivre japonaise et également la coutume du thé, par exemple, qui était servie dans ces pavillons. Et il y a également les bâtiments et le style de vie des paysans japonais qui a été présenté dans une ferme japonaise et cela a attiré beaucoup l'attention. En 1868, un an après, a eu lieu donc une grande vente d'objets de 1300 pièces, de toutes ces pièces qui ont été présentées l'année précédente lors de l'exposition de 67, un catalogue de 1300 pièces. En 1878, lors de l'édition suivante, c'est une exposition à laquelle on fait souvent référence. Ernest Chesneau a publié dans la Gazette des Beaux-Arts cet article intitulé « Le Japon à Paris » et qui montre à quel point le Japon a vraiment attiré l'attention lors de cette édition. En 1889, donc il marquait le centenaire de la Révolution française et également c'est l'année où a été présentée la Tour Eiffel. Fuji Masazo, le peintre japonais de l'époque, a présenté des œuvres à la section des Beaux-Arts. C'est le disciple de Raphaël Collin, le peintre français. Et lors de l'édition de 1900, qui annonçait un siècle nouveau, on a présenté des œuvres modernes, enfin des œuvres contemporaines à l'époque, et non plus des œuvres classiques, ainsi que d'autres objets d'art. Des œuvres de Kuroda Seiki ou de Asahi, notamment. Et a également été présentée lors de cette exposition une pièce du chorégraphe connu à l'époque, Loïc Fuller, une pièce, un spectacle qui était intitulé La geisha et le samouraï, qui était dans un style de danse traditionnelle japonaise, le buyo. Donc, a été présenté lors de cette édition la culture moderne, contemporaine de l'époque. Et cela a influencé et était vraiment central à l'introduction de ce japonisme en France. Merci, Monsieur Takashima, pour votre présentation. Alors, j'aimerais vous poser à tous les deux beaucoup de questions. Mais nous manquons un peu de temps. J'aimerais vous demander une chose, je vais vous poser une question. Alors qu'on a parlé de l'exposition universelle et à quel point cela vraiment a annoncé un attrait des Français
pour les arts japonais. Et j'aimerais vous demander ce qui se cache derrière ce japonisme. Qu'est-ce qui, chez les Français, a attiré le regard dans ces œuvres d'art? Alors, je pense que c'est difficile peut-être de mettre le doigt dessus, mais j'aimerais vous poser la question, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le japonisme. Madame Lacambre, qu'est-ce que les Français ont apprécié dans l'art japonais? Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, mais vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait en dégager? Oui, en fait, au début, les Français, particulièrement les artistes, se sont intéressés aux livres japonais, aux estampes japonaises que l'on pouvait connaître. Mais si tout à l'heure on a évoqué la série des 36 vues du mont Fuji de Kusai avec la célèbre grande vague, en fait elle n'est connue qu'après 1878, me semble-t-il. Sont connus donc ces livres, comme je vous en ai montré quelques-uns, appartenant au baron de Chassiron, et qui apportent aux artistes occidentaux l'idée d'un naturalisme, d'une représentation de la vie telle qu'elle est, qui va donc influencer les peintres impressionnistes. Également, les couleurs vives utilisées par les imprimeurs japonais vont faire disparaître auprès des impressionnistes, notamment, la peinture sombre qui était le fait de l'école traditionnelle française. Le noir disparaît à la vue de ces livres qui sont de couleurs vives. Et puis très rapidement apparaissent en Europe, dès le début des années 70, des estampes japonaises très bon marché sur papier crépon, qui sont, elles, effectivement de couleurs encore plus vives que les pages des livres que l'on connaissait avant. Donc, la couleur est un des sujets qui va frapper les peintres à travers les estampes japonaises, et bien des artistes, Monet, mais aussi à la fin du siècle Bonnard, ont des estampes japonaises qui leur servent de modèle, et ces estampes coûtaient un prix dérisoire sur le marché parisien. L'autre aspect, c'est la présence de l'art décoratif japonais qui va, à partir des années 70, particulièrement influencer les artistes, parce que le fameux service de Bracquemont qui date du Second Empire est en fait inspiré par des livres japonais et non par des objets japonais. Donc après 1870, on se met à travailler les cloisonnés comme les Japonais. Et il faut noter que les Japonais, en l'occurrence, imitent les Chinois dans les cloisonnés. On est fasciné par le Japon plus que par la Chine, qui a mauvaise presse, qui a été battue en 1860, mais les techniques chinoises passées au Japon arrivent en Occident. Et la fin du siècle en Europe est une grande période pour les cloisonnés à la manière japonaise. On pourrait citer d'autres exemples, mais en voici donc quelques-uns. Et je laisse la parole à mes amis japonais qui, évidemment, sont encore présents sur vos écrans. Donc il y a les couleurs et l'expression plastique. Quel est votre point de vue, Monsieur Takashima? Oui, je suis d'accord avec Geneviève Lacambre. André Malraux avait organisé une exposition qui présentait l'art japonais, et à cette occasion, il s'est exprimé, il a fait un discours, et ses paroles alors... Donc il faut savoir que entre l'Asie et la France et l'Europe, il n'y avait pas beaucoup de relations à l'époque. Mais lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il y avait cet intérêt commun, cette curiosité réciproque, alors il a parlé d'abord effectivement d'une tradition ancienne,
qu'il y a vraiment un raffinement dans l'art japonais, qu'il y avait quelque chose qui procurer du plaisir aux spectateurs. C'est vraiment d'ailleurs le thème de ce festival. Donc ce sens esthétique, cette sensibilité esthétique a quelque chose de commun avec le canon esthétique et la sensibilité esthétique française. Et c'est peut-être ça qui explique ce succès, cet engouement, ce raffinement dans les... pas seulement dans l'œuvre d'art, mais également, par exemple, dans la gastronomie. Et je pense que cela permet un dialogue culturel entre la France et le Japon. Je partage d'ailleurs cet avis, personnellement. Voilà, s'il fallait choisir quelque chose, c'est peut-être ça que je mettrais en avant. D'accord, mais écoutez, j'ai compris effectivement d'accord cette sensibilité artistique, ce sens pour le raffinement. Écoutez, merci beaucoup pour votre réponse. Merci mesdames et messieurs. J'aurais voulu poser beaucoup d'autres questions, mais nous manquons de temps et nous allons nous arrêter ici. Madame Lacambre, merci beaucoup pour votre participation.